Alors, le thème d'aujourd'hui, ce sera l'autofocus. Alors, je me suis rendu compte en préparant qu'il y avait tellement à dire qu'on a décidé finalement avec Sony de diviser le webinaire en deux. Une première partie sur les fondamentaux qui conviendront à tous les utilisateurs, qu'ils soient novices ou moyens avancés, puisqu'on reprend toutes les bases. Et puis un second webinaire qui est, je crois, le 18 mars, c'est ça? Oui, 18 mars. Qui va couvrir vraiment les réglages les plus avancés, des fonctions moins utilisées, mais qui peuvent pour certains être très utiles, et également les toutes dernières nouveautés introduites avec le A7S3 et avec le A1 seront également couvertes. Ce Marc, qu'on va Marc, je vais juste répéter quelque chose. Ce n'est pas le 18 mars, c'était aujourd'hui. Je ne me trompe pas, c'est pas le 12 mars? je ne sais pas, tu pourras reconfirmer Je peut-être vais après dans reconfirmer plus le, tard. voilà, c'est en tout cas mi-mars environ. Euh, donc, on couvrira dans une seconde partie des réglages plus avancés. Donc, certaines questions, je ne vais pas y répondre aujourd'hui sans doute. Je vous demanderai de revenir pour le deuxième webinaire parce qu'il y aura sans doute des questions qui seront couvertes à ce moment-là. Mm. Et donc, ce Juste que pour, je vais ex- expliquer, Juste vite pour expliquer aux toutes personnes qui sont là. En fait, on a décidé de faire ça en deux parties. Une partie pour un peu plus, pour mieux comprendre le début. Et la deuxième partie, au mois de mars, c'est déjà pour les gens qui sont déjà un peu plus évolués dans le autofocus. Donc voilà, mais suivre les deux webinaires, on vous les conseille quand même. voilà, donc ce qu'on va couvrir, ce sont vraiment les fonctionnalités qui sont communes entre les A1, A7, A9, la série des A6000 et même certains RX, hein, les RX1, 10 ou 100. Bien entendu, certaines fonctionnalités n'existent que sur certains modèles, mais les principes sont quasiment les mêmes, quel que soit le boîtier. Les performances augmentent évidemment avec les boîtiers les plus récents et les boîtiers les plus haut de gamme, mais la base est commune, quel que soit le boîtier de la gamme alpha, qu'il s'agisse d'un APC ou d'un boîtier plein format. Voilà, commençons. Alors, il y a deux très grands réglages fondamentaux pour l'autofocus. C'est ce qu'on appelle les modes autofocus et les zones autofocus. Donc, les modes autofocus sont principalement les modes AF continu et AF ponctuel. AF single en anglais. Donc, c'est AFS, AFC. Sur les boîtiers, je dirais, de troisième génération, comme les A7 III et suivants, on peut quasiment être en mode AFC comme mode par défaut. C'est un mode qui fait l'AF en continu, tant qu'on maintient le doigt sur le déclencheur à mi-course, et qui est valable que le sujet soit en mouvement ou de manière statique. Le mode AFS, lui, s'utilise plus pour des sujets statiques, pour des photos parfois plus en macro ou d'objets, et également dans des situations de basse lumière ou des situations de sujets à très faible contraste, où parfois l'AFC, surtout les anciennes générations, pompe, donc n'arrive pas à faire la mise au point. En général, en basculant en mode AFS, il arrive à faire la mise au point. La mise au point sera un peu plus lente, mais la mise au point fonctionnera quasiment toujours sur des sujets statiques en AFS. Mhm. Marc, je pourrais te dire, te demander quelque chose. Il y a quelques spectateurs qui demandent si tu pourrais bouger ton cadre, parce qu'en fait, ton cadre de ton visage se trouve sur le texte. Oui, mais alors c'est comme ceci. On ne me voit plus, mais il n'y a Voilà. pas de souci. Vous entendez ma voix, c'est le principal. OK, donc voilà. Il existe également un mode AFA automatique, mais qui est à déconseiller, qui est le mode par défaut sur les appareils, où c'est l'appareil lui-même qui switch entre le mode AFS ou AFC, mais c'est un mode que il vaut mieux ne jamais utiliser puisqu'on ne contrôle pas ce que l'appareil fait. Il y a également le mode DMF qui est utile pour faire une première mise au point et puis le débraye en manuel, par exemple, pour faire de la macro. Ça permet de faire une mise au point rapide et de peaufiner sa mise au point. Et finalement, le mode MF, Manual Focus, la mise au point manuelle qu'on utilise très fort en macro, mais également si on utilise
optiques anciennes ou des optiques manuelles comme des Vogtland-Dögeder ou des Zeiss Loxia, c'est la mise au point manuelle qui est à utiliser. Donc voilà, et ce réglage, comme c'est un réglage quand même assez important, en général, sur un boîtier type A7, je le mets en mode C1 pour moi. Okay, comme ça, je l'ai toujours à portée de main près du déclencheur. Alors, avant d'aller plus dans le détail, un petit rappel sur qu'est-ce que c'est l'AF à détection de phase ou l'AF à détection de contraste. Je vais enlever ma tête, voilà. Donc, ce qu'on va trouver dans la littérature, c'est le PDAF, Phase Detect Autofocus, ou le CDAF, Contrast Detect Autofocus. Il faut savoir que les boîtiers anciens avaient parfois l'un ou l'autre et ne les utilisaient pas en combinaison, mais sur tous les boîtiers de dernière génération, à partir notamment du A7 III, les deux sont utilisés en même temps. Donc, il est peu important de savoir finalement lequel vous utilisez. C'est l'appareil qui le fait selon la situation pour vous automatiquement. Il combine les deux types d'autofocus. Donc, l'AF à détection de phase est en fait un AF très rapide pour les sujets en mouvement, mais parfois un peu moins précis que le contraste, l'AF à détection de contraste. Et il fonctionne moins bien en basse lumière ou avec des sujets de faible contraste. Mais c'est le type d'AF qui est favorisé en AFC. Par contre, le CDAF, lui, il est très précis, mais un peu plus lent, et c'est celui-là qui sera utilisé en majorité dans le mode AFS. Mais les deux seront utilisés en combinaison, mais selon le mode AFC ou AFS, l'appareil va favoriser l'un ou l'autre pour optimiser la mise au point. Voilà, ça c'était un rappel un peu technique, vous n'avez pas besoin de le savoir, mais ce sont les deux modes qui existent, qui sont utilisés de manière conjointe, de manière transparente pour vous. Alors, les zones, c'est le paramètre principal. Hein. Si on admet qu'on est en mode AFC par défaut, je dirais, la règle est d'essayer de prendre la zone la plus large possible pour des sujets imprévisibles ou s'il n'y avait qu'un seul sujet. Et donc, on peut travailler en mode large ou en mode zone, qui sont... Est-ce que vous voyez ma souris ou pas? Je vois un tout petit peu la souris. Ouais. Ok, donc ce sont les deux premiers modes. Hein. Ce sont les deux premiers modes. Ici, celui-là ou celui-là, mode large ou zone. Quand on n'a qu'un seul sujet à l'écran, qu'il est facilement identifiable ou qu'il est imprévisible, on prend une zone large. Quand on a beaucoup de sujets dans une foule et qu'on veut forcer le boîtier à choisir un sujet ou plusieurs objets et on veut lui indiquer très précisément où faire la mise au point, on prend un spot flexible qui peut être soit small, medium ou large selon le besoin, si on a besoin de l'isoler. Et ça, c'est les principes de base. Et donc, je vais d'abord vous montrer une illustration. Voilà, donc ça, c'était un petit tableau que Sony avait produit récapitulatif. Quand le sujet est rapide, fast et imprévisible, on prend le wide. Et plus le sujet est lent, statique et prévisible, plus on peut se permettre d'aller vers un flexible spot small. Ceci est à nuancer, même si le sujet va être en mouvement rapide, avec les fonctionnalités de tracking, donc qui permettent de commencer la mise au point quelque part et après l'appareil va lui-même bouger le collimateur. En général, si un mouvement va commencer, on peut se permettre de prendre un flexible spot small, le mettre sur le sujet, il démarre et après, c'est le boîtier qui va lui-même faire la mise au point. On n'a pas besoin de le bouger manuellement. Donc moi, les deux modes que j'utilise principalement, c'est soit large, quand vraiment je n'ai qu'un seul sujet, dans une séance portrait, dans la nature par exemple, ou quand c'est un oiseau sur un ciel bleu, que je dois prendre en mouvement, je prends large et le reste du temps, en général, je prends flexible spot small.
je démarre, je fais la mise au point sur une personne dans une foule, sur un sujet, et après, je laisse le tracking m'aider à continuer à faire la mise au point. Okay, donc ça, je vais illustrer maintenant. Voilà. Par exemple, pour ce genre de situation, j'avais une amie qui courait dans un parc. Elle était seule, bien isolée, et donc là, l'AF large était parfait. Elle zigzaguait dans tous les sens, mais pas besoin d'essayer de faire un flexible small. Le large suffisait. Également, un oiseau qui volait en plein champ, le large, dans ces cas-là, était parfait. Une autre situation très commune, voilà, je veux faire la mise au point sur ce garçon qui a Cinta, mais pas sur les autres, pas sur le panneau. Je prends un Flexible Spot Small pour exactement dire c'est celui-là que je veux prendre ou donner la priorité pour l'autofocus. Même chose, un groupe de 3 personnes, peut-être que la personne au centre, c'est mon amie, c'est elle que je veux en priorité, et les 2 autres, c'est d'autres copines, je m'en fous un peu, donc c'est celle-là que je veux en priorité, donc je peux fixer et forcer pour être sûr que c'est le sujet qui est derrière le cadre vert qui sera vraiment le principal pour la mise au point. Okay. J'ai Alors, j'ai une bonne question ici de Michael Vinitsky, Marc. Je me suis jamais posé la question, mais très simple. Est-ce que le fait d'être en mode tracking utilise plus de batterie? non, c'est pas... Non. Non, S'il je pense pas utilise non. plus, c'est imperceptible. C'est plus si on utilise le viseur vis-à-vis de l'écran arrière que ça a une importance plus grande. Et utiliser la rafale, par exemple, utilise beaucoup moins de batterie que faire une photo toutes les 3 minutes. Donc, ce n'est pas, c'est pas très relevant, entre guillemets. Il ne faut pas se préoccuper. Je dirais, on ne va pas utiliser le tracking pour économiser la batterie. Ça n'a vraiment pas d'influence majeure, quoi. Voilà un autre exemple où une utilisation du cadre peut être utile. Donc, pour un sous-groupe, je dirais, ou pour isoler une zone, on peut utiliser la fonctionnalité de zone. Okay. Alors, je vais maintenant vous montrer un petit instant ici. Voilà, ce que je voulais vous montrer. Ouais, on va faire ceci. Donc, ça, c'est ce que j'ai mis sur le bouton C1. Vous voyez que je suis en AFC de base. Et sur le bouton C2, je mets les zones. Alors, quelque chose qui est arrivé avec le A7R4, A7S3, A1 et tous ces boîtiers-là, c'est qu'au lieu d'avoir tous les modes et devoir sélectionner les zones, on peut, je vais revenir ici, voilà. En fait, à partir des boîtiers les plus récents, 4e génération, etc., on peut désactiver certains modes qu'on utilise moins. Donc, moi, typiquement, je prends le large et le flexible spot small, et c'est tout. Et donc, tous les autres modes, je les désactive. Ce qui permet d'assigner sur le bouton C2 une fonction qui ne fait que la permutation des modes qui restent. Et donc, on perd beaucoup moins de temps à avoir la liste entière de tous les modes et de devoir naviguer dedans pour sélectionner le bon mode. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui n'a l'air de rien, mais ergonomiquement, on est beaucoup plus rapide pour changer d'une zone à l'autre et ça apporte un vrai confort au quotidien pour une sélection rapide des modes que vous utilisez le plus souvent, quoi. Donc ça, c'est une fonctionnalité, si vous avez un A7R4, A7S3, etc., qui est vraiment ultra pratique et qui vraiment améliore la vitesse sur le terrain, quoi. OK, alors, revenons
ici. Alors, un paramètre également essentiel que j'ai mis en raccourci sur un bouton dédié, en général je le mets sur le AF On, AEL ou sur le bouton bas selon le boîtier, c'est la vitesse ISO auto vitesse minimum. Un petit mot de contexte. Parfois, on a un flou dans sa photo. Ça peut être dû effectivement à un objectif ancien où l'autofocus est lent ou à peut-être un vieux boîtier où l'autofocus n'est pas aussi performant. Mais en général, sur les boîtiers de dernière génération, les nouveaux objectifs, le flou qu'on voit n'est pas dû ni au boîtier ni à l'objectif. Le flou est dû aux autres réglages. En général, c'est un réglage de vitesse qui est trop lent. Donc, pour un sujet statique du genre architecture ou dans une église, la stab, évidemment, aide beaucoup. Donc, on peut faire des photos sans problème à 1/30 grâce à la stabilisation sous 5 axes. On gagne 4-5 stops. Et donc là, pour du statique, on peut se permettre des vitesses très basses. Par contre, si vous photographiez une personne n'est jamais entièrement statique. Et donc là, la stabilisation ne sert, entre guillemets, à rien. Parce que vous allez avoir l'arrière-plan qui sera net grâce à la stabilisation, mais vous aurez un petit flou dû à ce que votre vitesse d'obturation n'est pas suffisante. Et donc, le réglage à prendre et à régler et à mettre en raccourci, c'est ce réglage ISO auto vitesse minimum. En général, je travaille moi en priorité ouverture. Je règle l'ouverture, je mets les ISO automatiques, mais je force le boîtier à utiliser une vitesse minimum. Et je ne prends pas le standard qui est de faire 1 sur la focale, parce que si je travaille au 35 mm, il va me proposer un 30e comme vitesse. Je force une vitesse minimum. Okay, et je la force à 1/125e pour du portrait statique sur un boîtier à 24 millions de pixels. Mais sur les boîtiers très pixelisés, cette vitesse-là n'est même pas suffisante. Donc sur un boîtier comme le A7R4, je passe à un 250e de seconde. Et selon le sujet, une personne qui marche, je passe à un 250, un 500e, etc. Un enfant qui joue, un 500e, un millième, etc. De l'oiseau, du sport, j'augmente et j'augmente. Donc, selon le sujet, j'ai ma valeur par défaut sur mon A7R4 qui est un 250e. Mais si je commence à devoir prendre un vélo en mouvement ou quelque chose de plus rapide, je change très rapidement la vitesse d'obturation minimum. Et le boîtier adapte les ISO automatiquement. Et donc, avec ça, on est sûr qu'on n'ait pas de flou de mouvement, en fait, ou de micro-mouvement. Donc, ça, c'est un paramètre vraiment essentiel que j'ai programmé. Et donc, je peux vous le remontrer en live ici. Voilà, je l'ai programmé sur une touche. Et puis, je peux permuter, choisir ce que je veux. Le premier réglage ISO standard fait 1 sur la focale. Et là, on peut faire également 1 sur 2 fois la focale, 1 sur 4 fois la focale. Mais j'avoue qu'en manière pratique, je préfère fixer moi-même le vrai minimum dont j'ai envie. Donc, par exemple, ici, un 250e. Et quand le sujet change, ben, je mets une autre vitesse minimum. Et avec ça, on est sûr de ne jamais avoir de flou de mouvement. OK, voilà. Et ce réglage-là se trouve quasiment sur tous les boîtiers, y compris, je crois, sur la deuxième génération. Il se retrouve sur les A6100, 400, etc., mais pas sur le A6000, par exemple. Donc, ce n'est apparu que il y a quelques années. Donc, il y a 5-6 ans, il n'y avait pas nécessairement cette option-là. Je pense que ça commençait avec le 6400, elle, je pense. Le tracking, oui, mais bon, ça, il faudrait vérifier. Je n'ai pas à partir de quand. Ça dépend du boîtier en full frame, plein format, quand c'est apparu exactement. Alors, voilà le genre de photo. Vous voyez, en 1/500e pour prendre en vélo en mouvement, un 250e pour un portrait même statique, en tout cas sur la A7R4, un 125e sur un A7R4, 60% des photos vont être légèrement floues parce que le capteur est tellement pixelisé que ce n'est pas suffisant pour une personne vivante, quoi.
Alors, l'AF sur les yeux, que je crois tout le monde connaît, on combine le Face AF et le Eye AF. Hein, donc, selon le mouvement, il détecte soit et la position de la tête, il détecte soit le visage, soit les yeux. Sur toutes les troisième générations et suivantes, l'AF maintenant en temps réel. Il n'y a plus besoin d'appuyer sur un bouton. Par contre, sur les deuxième générations, il fallait appuyer sur un bouton pour le déclencher, quoi. Voilà. Et sur les toutes dernières générations, il y a maintenant le choix entre l'œil gauche et l'œil droit, parce qu'effectivement, il détecte l'œil, mais selon ce qu'on veut artistiquement donner comme portrait, on peut vouloir choisir un œil plutôt que l'autre, sachant qu'il prend l'œil le plus proche, mais parfois, on ne veut pas ça, donc il y a moyen de forcer ça. Donc, je vais vous le montrer en live. Voilà. Vous voyez, on a ici l'œil qui est sélectionné et je ne sais pas si on le voit en blanc, je permute les deux yeux. Je ne sais pas si c'est très visible, mais donc j'ai assigné le bouton AEL pour permettre de switcher de l'œil gauche à l'œil droit sur le sujet sélectionné. Donc voilà, ça c'est une fonction qu'on trouve à partir du A7R4 notamment. Je crois qu'il y a ça également sur le A9. Ça a été rajouté et sur tous les boîtiers suivants. OK, voilà. Alors, passons à la suite. Donc, sur les boîtiers de troisième génération et suivants, vous avez également le IAF pour les animaux. Alors, qui fonctionne pas mal, mais qui s'améliore de génération en génération. Une limitation sur le A7R4, c'est que le IAF pour les animaux fonctionne en AFC normal, mais sans tracking. En tracking, le IAF pour les animaux ne fonctionne pas. Par contre, sur le A7S3 et le A1, ça fonctionne. Donc On là, l'a activé, comme on peut dire. il y a encore des petites améliorations. Et puis, il y a la nouveauté qui est le IAF pour les oiseaux, qui est sur le A1. Alors, je vous conseille, si vous photographiez suivant l'un ou l'autre, c'est de mettre ça en bouton dans un... Moi, j'ai mis ça dans le menu FN. Et sur le A1, ça a encore été amélioré. Il y a moyen, au lieu de devoir appuyer sur un bouton et de sélectionner, de faire comme pour les zones AF, d'avoir un bouton qui permute en cycle les trois modes, quoi. Ce qui est, cette permutation pour certaines fonctions est nettement plus rapide qu'afficher le menu et puis sélectionner. Et donc, il y a cette permutation du type d'IAF qui existe à partir du A1. Marc, est-ce que je peux demander quelques questions de la part de notre public? J'en ai une ici. Ben oui, pour les ACDR4, on ne va pas gagner grand-chose d'avoir beaucoup de pixels si on doit en basse lumière et monter et avoir moins un 250e. Mais il faut savoir aussi que la performance ISO ACDR4 ou AC3, c'est pareil quand on réduit à 24 millions de pixels. Si on regarde effectivement à 61 millions de pixels, on aura plus de bruit que les 24 millions. Mais si on réduit les 61 à 24, l'image sera pareille. Mais effectivement, on n'aura pas le gain en basse lumière d'avoir plus de pixels. On a ce gain vraiment des 61 millions de pixels que si on a des conditions de lumière optimale en extérieur ou en studio, où là, on peut vraiment utiliser tous ces 61 millions de pixels. Dans les autres situations, il va monter en ISO, oui, et il faudra réduire à 24 millions de pixels pour avoir la même genre de performance, quoi. J'ai encore une autre question de Marc Maas. Donc, le Sony Alpha 7 III possède-t-il aussi le real-time tracking? Je pense bien. Non, Non? non, non. Le A7R3 et le A7R3 ne le possèdent pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai migré sur le A7R4, principalement pour ce real-time
tracking. On va le couvrir un peu plus après, la différence entre AC3 et les gammes suivantes. Donc, voilà quelques exemples de I à F. On a vraiment une mise au point, même avec des optiques à 1.4, on a une mise au point parfaite sur l'œil, ce qui permet vraiment d'exploiter ces optiques à très grande ouverture. Alors, d'autres fonctionnalités qui existent en plus, on peut faire du face registration. Donc, si vous faites de la photo familiale avec les neveux, les nièces, mais finalement, c'est juste vos enfants, votre femme qui vous intéresse, on peut enregistrer les visages pour que ce soit ceux-là en priorité qui soient détectés. Même chose pour un mariage, on peut enregistrer avec des ordres de priorité, d'abord la mariée, puis le marié, et l'attente du deuxième degré en dernière position, si on veut. Voilà, donc il y a cette fonctionnalité si vous devez souvent photographier des personnes parmi une foule pour leur donner une priorité. Alors, je vais vous montrer le real-time tracking et puis la différence avec le A7 III. D'abord, une petite vidéo qui montre ça en live dans un match de boxe. Vous voyez un peu l'effet du real-time tracking qui arrive vraiment à suivre dans des situations très rapides. Bon, c'est via la transmission Zoom que vous voyez des images saccadées, mais la vidéo que j'ai moi native, elle est sans aucun problème, quoi. Et vous voyez comment le real-time tracking agit. On a vraiment un tracking qui colle, je dirais, au sujet. Et c'est pour ça qu'on le met finalement dès qu'on a ce real-time tracking, ça devient le mode par défaut AFC et quasiment tous les autres modes deviennent inutiles. Il est tellement efficace que ça devient le mode par défaut. Et ce mode combine la détection des yeux, du visage, des couleurs, de la forme et de la distance. Donc, il utilise ces 5 éléments pour arriver à faire son suivi. Donc, on peut le voir ici. Vous voyez que si je bouge, il garde toujours la mise au point. Si je vais même ici, vous voyez que c'est assez sticky, ça vraiment, ça colle bien. Maintenant, je vais passer sur un A7 III pour vous montrer la différence. Ici, j'ai une petite question de Michael. Donc, genre, sur 10 visages, il va vraiment prioriser celui-là qui est enregistré. Oui. Ben oui. Juste une petite réponse pour Robert Tessens. Après le webinaire, on va essayer de vous répondre sur votre question. Oui, donc ça, c'est l'A7 III. Donc, ça tient bien aussi, mais c'est quand même moins bien. Vous voyez qu'il hésite, il prend une fois le bout du trépied, etc. Et si je fais ici, voilà, on a ce grand cadre vert, mais c'est beaucoup moins précis que le real-time tracking, quoi. Donc ça, c'est avec le A7 III, quoi. OK. Voilà. Et donc ça, c'était le A7 III. Et donc, dans chacun de ces modes, verrouillage AF ou tracking, on retrouve les modes large, zone, etc. Mais de nouveau, on les configure en général de la même manière que les modes non tracking. Donc, moi, je n'ai gardé que le large et le flexible spot medium en tracking ou en non tracking. Donc, ce mode tracking existe sur les A1, A9, A7R4, A7S3, A6600, 6100, 6400, le ZV1 qui est le RX100 pour le Vlog et le A7C. Donc, une des raisons parfois même de passer à l'A7C, c'est que l'A7C a ce real-time tracking que l'A7 III n'a pas.
Donc, mais ce mode vraiment est un mode qui remplace tous les autres, qui fait vraiment une énorme différence au quotidien. Alors, excusez-moi, on va passer au suivant. Marc, est-ce qu'on prendrait encore vite quelques questions? Oui, on peut. Euh, ici, hop. J'ai une petite. Est-ce que la mesure de lumière matricielle spot influence live sur le Sony A9? Pas que je sache. Non, non, je pourrais bien une fois vérifier avec notre équipe pro pour une fois Pour répondre moi, là-dessus. non. Moi, je laisse la mesure de lumière matricielle de base. J'avoue que je la change jamais. Ça me vaut jamais de soucis, quoi. Ok. Et là, tout ce qui est fait en vidéo, on va le couvrir, c'est dans les slides qui suivent. Ok, ben parfait. OK. Je pense que tout le monde est très fort intéressé sur ta présentation, Marc. OK. Donc voilà une petite rafale que j'avais fait en testant un 85 1.4 en mode tracking. À 1.4, toutes les photos sont nettes avec le HDR4, aucun problème. Le AIF a fonctionné, visage, etc. Toutes les photos étaient super nettes. Donc ça, avec parfois le AC3, c'est un peu plus dur d'arriver à ce niveau de qualité à très grande ouverture sur des sujets qui arrivent très près, quoi. Alors, un des paramètres aussi pour la F, c'est tout ce qui est l'entraînement, donc le mode rafale, low, medium, high ou high+. Alors, je déconseille le mode high+. High+, c'est 10 images par seconde, le high, c'est 8. Parce que lors du high+, finalement, dans le viseur, on ne voit plus la réalité. Il n'arrive pas à réfléchir suffisamment vite le viseur et donc il montre les images qu'il vient de prendre en rafale avec un petit décalage. Donc, on a une vision qui est finalement moins fine et on sait moins suivre son sujet. Donc, entre 8 et 10, il n'y a pas tellement de différence et donc, je conseille de jamais dépasser le high, sauf situation exceptionnelle, parce qu'on perd un peu, en termes de suivi dans le viseur, la scène qu'on est en train de photographier. Alors, quelque chose de très utile dans les options du menu, il y a un paramètre qui montre la taille du buffer, qui s'appelle Continue Shooting Length. Et donc, c'est une petite barre qu'on verra sur la gauche qui va progressivement diminuer, se vider jusqu'à ce que le buffer soit full. Ça permet de se tempérer un peu quand on fait de la rafale pour être sûr de ne jamais vider le buffer. Il n'y a pas de devoir attendre. Et on peut la régler sur nous montrer cette barre avec le buffer uniquement quand on est en rafale, justement, quoi. Mais c'est une petite option assez utile euh, pour gérer et ne pas avoir de message buffer full et devoir attendre que ça se vide sur la carte. Ça permet de contrôler un peu qu'est-ce qui reste en capacité dans le boîtier en mode rafale. Alors, la mise au point manuelle, très utile pour les vieilles optiques ou pour des optiques manuelles. Hein, moi, je suis un fan des optiques Voigtlander, qui sont parmi les meilleures qui existent, mais ce sont des optiques manuelles. Donc, pour ça, le système Sony et ce qui est apporté par les hybrides est vraiment excellent, puisque on peut, c'est la fonctionnalité qu'on appelle Focus Magnification, on peut assigner un bouton pour qu'il zoome dans l'image. Donc, avec un premier appui, il va nous montrer le cadre où il va faire le zoom. On zoome dans le viseur sur l'image. On a deux niveaux de zoom. On règle la mise au point et les zones de netteté sont mises en surbrillance. C'est ce qu'on appelle le picking. Okay, et on peut choisir, selon ce qu'on veut, plus ou moins de surbrillance et on peut choisir la couleur jaune, rouge ou blanc. Moi, je préfère le jaune, c'est très visible, mais pas trop intrusif. Et donc ça, je vais vous le montrer en live. Voici. Je vais volontairement
Donc, voilà, comme ça je ne suis pas au point. Donc moi j'ai assigné la fonctionnalité C4 pour le zoom dans l'image. Vous ne verrez pas le picking parce que comme je suis connecté via un câble HDMI, le picking ne se voit pas, mais bon, moi je le vois sur mon écran. Par contre, il n'est pas transmis quand je suis comme ça en zoom. Mais donc, il y a des zones en surbrillance comme vous voyez vous avez vu dans les slides. Donc, j'appuie sur C4. J'ai un cadre que je peux déplacer avec le joystick ou en touchant l'écran. Je clique sur le bouton central. Il fait un zoom. Je tourne la bague de mise au point pour affiner le zoom. Je peux, si je veux, encore me déplacer avec le joystick dans la zone. Et si vraiment c'est quelque chose de très précis, je peux réappuyer une seconde fois sur le bouton central. Il fait un zoom de 11 fois plutôt que 5 fois pour encore affiner la mise au point. Voilà. Et puis je fais un dernier appui, je reviens en arrière et puis je peux déclencher. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose, il faut pratiquer un petit peu, mais pour les optiques manuelles, pour la macro, c'est vraiment idéal et on peut faire la mise au point n'importe où, dans le coin, où on veut. Il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est vraiment la méthode pour la mise au point manuelle. Aussi, si par hasard vous êtes vraiment en basse lumière, que l'AF Patine n'arrive pas à faire la mise au point, vous passez rapidement en manuel, vous faites le zoom, avec le focus picking, vous forcez la mise au point en endroit précis, ici, dans les très cas où l'AF patine ou n'arrive pas à faire la mise au point. Donc, c'est pour ça que je recommande de le remettre quand même, cette fonctionnalité-là, en raccourci euh, sur le boîtier, quoi. Ok, passons à la suite. Voilà, quelques exemples de photos que j'ai fait en mise au point manuel. Vous voyez même, ça c'est avec le Voigtlander 50 mm f2. On a un œil super, super précis. Un petit appui, un quart de seconde, j'étais sur l'œil. La prémise au point était faite, j'ajuste légèrement et je déclenche et c'est fait. Quand on a l'habitude, c'est extrêmement rapide et pour du portrait statique, il n'y a aucun souci d'utiliser des optiques manuelles. Bon, évidemment, si c'est un vélo en mouvement, ce n'est pas l'idéal, mais pour ce genre de situation, aucun souci. Même chose, là c'était pour photographier une clé. J'avais fait une mise au point en macro manuel. Après, j'ai utilisé du focus stacking, donc une centaine de photos avec un léger décalage, et puis en empilement pour avoir une énorme profondeur de champ. Mais dans ce genre de situation, pour la macro, c'est également idéal pour décider du point de départ pour la mise au point. Alors, cette fonction loop est-elle disponible dans les autres modes AF? Oui, il y a un mode où elle est disponible. Je le couvre normalement dans la partie avancée. En fait, si vous êtes en AFS, vous savez faire une loupe et il continue à faire la mise au point en mode AFS. Mais en AFC, on ne peut pas combiner ça. Mais une des utilisations de ce mode-là pour faire des mises au point ultra précises sur un endroit très, très, très précis, quand il y a des reliefs très différents, on peut faire mode AFS, zoom, et puis il va zoomer. Vous choisissez avec une petite croix exactement l'endroit où il va faire la mise au point. C'est vraiment l'équivalent de choisir parmi les 500 points de collimateur, le collimateur exact où vous allez faire la mise au point. Donc en AFS, il y a moyen d'utiliser le mode zoom. De nouveau, je ne sais pas si ça existe sur le 7.3, je crois que oui. Sur le 2, ça n'existait pas en tout cas. Mais à partir du 3, je crois que la fonctionnalité était déjà là, quoi. Alors, en vidéo, en fait, on n'a pas de AFS ou autre, c'est soit de l'AF continu, soit du manuel focus. Okay. Et sur les dernières générations, donc pas sur la C3, mais R4, A9, etc., il y a la mise au point sur les yeux en vidéo. Donc, on voit la détection de l'œil en temps réel en vidéo, ce qu'il n'y avait pas sur la C3. Et si je ne me trompe pas, c'est aussi sur la ZV1, non?
Oui, donc Ouais, sur les ZV1, donc sur tous les récents à partir du A9, R4, ouais, etc. On a ça sur le ZV1, sur le A7C, évidemment. Euh, Tu pourras me rappeler après de le rajouter dans les slides pour que ce soit oui, complet. Voilà. Il y a également moyen en vidéo, c'est un des cas où j'utilise souvent l'écran arrière. Il y a moyen en fait de toucher une zone et alors il commence le tracking sur la zone qui a été touchée. Donc on se prépare, on touche la personne avec l'écran arrière là où on veut qu'il commence la mise au point, puis la vidéo se lance, il continue à traquer cette personne-là, quoi. Alors deux paramètres qui peuvent être utiles en vidéo. On peut gérer en fait la vitesse de transition de la F. Elle est réglée sur normal par défaut, mais ça donne des transitions parfois très rapides qu'on veut parfois éviter en vidéo. On préfère avoir une transition douce entre un sujet euh, qui est proche et un sujet qui est plus lointain et pas quelque chose d'extrêmement rapide, quoi. On veut quelque chose d'extrêmement rapide en général en photo, puisqu'on veut vite photographier, mais en vidéo, si on laisse sous le mode normal ou fast, ça peut faire des saccades. Et en général, on préférera aller en mode slow. Euh, il y a également un autre réglage pour la sensibilité du tracking. En fait, ça gère la réactivité si un sujet passe. Si on photographie un, un joueur de, je sais pas, de foot et qu'il est en train de faire le tracking, si quelqu'un passe devant, est-ce qu'on veut qu'il change, qu'il prenne directement le nouveau sujet qui arrive ou qu'il reste sur ce qu'il avait commencé à traquer? Donc, c'est ça les modes. Responsive, il va changer directement si quelque chose d'autre arrive dans la zone, il va refaire la mise au point. Standard, il va garder un peu plus longtemps pour que si il y a un sujet qui passe, etc., il ne refasse pas la mise au point directement, quoi. Donc moi, je reste en général en standard, en sensibilité et en high drive speed. Je préfère le slow pour avoir des transitions plus douces. Si je dois faire quelque chose d'artistique ou une vidéo, c'est mieux de prendre le slow, je trouve. Alors, le déplacement du point AF. Donc, sur les A7 III et suivants, ben, c'est le joystick qui est vraiment très facile à utiliser, qui permet de déplacer le communicateur comme on veut. Alors, une fonctionnalité que certaines ne connaissent pas, si on appuie sur le joystick, ça permet de recentrer le collimateur. Surtout parfois sur les AC3, R3 où le collimateur est encore gris, hein, parce que sur les versions suivantes, on peut choisir la couleur du collimateur. Parfois, on perd, on ne sait même plus où est le collimateur. Si on fait un appui sur le joystick, sur le centre du joystick, ça va recentrer le collimateur et permettre de ressavoir où il est et de recommencer à partir de là. Même chose, même si on sait où est le collimateur, parfois réappuyer pour le recentrer, ça permet d'être plus rapide que de juste pousser le joystick pour le faire circuler à l'endroit où on veut, quoi. Donc c'est un petit raccourci que j'utilise souvent. J'appuie sur le joystick, je recentre et je repars de là. Donc ça, c'est à essayer si vous ne connaissez pas. C'est vraiment très, très utile. Alors, pour les A7II, A7C et les A6, malheureusement, on n'a pas de joystick. Et donc là, le plus efficace, c'est de laisser sur le bouton central qui est au milieu de la roue la fonctionnalité qu'on appelle Focus Standard. En appuyant sur celle-ci, en fait, on ne va plus avoir les fonctionnalités ISO, DISP, entraînement et la correction d'exposition. On passe en mode pour bouger le collimateur. Donc, un appui dessus, on bouge les collimateurs avec les boutons gauche, droite, haut, bas. On fait sa mise au point et puis il repasse en mode, je dirais, où on peut sélectionner les fonctionnalités assignées à gauche, droite, haut, bas. Et donc ça, c'est la méthode, je dirais, sur les A6000, A7C. C'est bouton central, on fait circuler le point focal avec les flèches gauche, droite, haut, bas. Et voilà. Alors, un autre mode, pour ceux qui aiment ça, c'est le déplacement tactile. Donc, parfois, justement, sur les A6000, A7C, certains nous trouvent que ce n'est pas assez rapide de faire ça. On peut utiliser l'écran tactile de deux manières.
soit effectivement en regardant l'écran et en appuyant là où on veut faire la mise au point. C'est le mode Touch Panel ou en mode pad, c'est-à-dire qu'en regardant toujours dans le viseur, il y a moyen qu'avec le pouce gauche, vous frottiez la surface pour déplacer le collimateur. Donc, dans ce mode-là, en fait, la surface tactile devient comme un écran entre guillemets de smartphone et un appui dessus permet de faire bouger le collimateur. Et donc, les réglages à faire dans ce cas-là sont une position relative pour que, peu importe où le collimateur se trouve, les mouvements que vous allez faire le bougent à partir de là où il est. Et en général, on décide d'activer la moitié droite de l'écran pour cette fonction-là et pas l'entièreté, puisque vous n'allez pas faire passer votre pouce devant votre nez, devant votre bouche. Donc, en général, on utilise la moitié droite de l'écran pour bouger ce collimateur. Bon, ça a l'air peut-être un peu compliqué comme ça, mais essayez avec ces réglages-là et essayez de voir si ce mode-là, surtout si vous n'avez pas de joystick, vous est plus agréable pour, je dirais, bouger le collimateur ou si vous préférez continuer à utiliser bouton central et puis flèche gauche au droite, etc. Oui, Donc, je vois ici une petite, ce joystick n'est pas très facile d'utilisation. Peut-on déplacer le point AF avec la molette? oui, on peut le déplacer avec la molette avant et arrière. Il y a un réglage pour ça dans les menus. Moi, personnellement, je préfère le joystick. Voilà, après, c'est une question Utilisation. d'ergonomie et de sensation et de comment vous manipulez. Moi, j'ai essayé avec je dirais, la molette avant et arrière d'ouverture vitesse. Je n'ai pas trouvé ça très bien. Je préfère le joystick ou alors les flèches au bas autour de la roue, quoi. Mais Sony offre 3-4 manières de pouvoir l'utiliser. Après, c'est à chacun à trouver qu'est-ce qui lui convient le mieux, vraiment à lui, selon son ressenti, quoi, hein. Voilà. Mais donc, c'est les deux molettes avant et arrière, ouverture vitesse, qui peuvent servir à bouger le collimateur si on veut. Sur les 1300, le touch panel, je ne sais pas. Je sais que c'est pour les dernières générations, mais je n'ai jamais eu le 6300. J'ai le 6000, le 6600. Le 6600 là, le 6000 ne l'a pas. 300 et 500. 6300 et 6500, je ne sais pas s'il y a le touch panel. Il faut regarder les spécifications en détail. Okay. Voilà. Mais je sais que moi, par exemple, sur le A6600, je l'utilise parfois parce qu'il n'a pas de joystick. Mais à essayer, il faut vraiment le manipuler pour bien comprendre comment ça fonctionne, quoi. Alors, les réglages ergonomiques. Je vous donne ici une série de réglages que je propose selon les modèles. Ah, Marc, je sens déjà qu'on va demander d'écarter ton visage pour cette Oui, je fais ça. Voilà. Donc, j'ai mis du A6300 jusqu'au A1. Et donc, certains modèles comme le A6000 n'ont que deux boutons C1, C2. Donc, il faut utiliser au mieux les boutons qu'on peut personnaliser, d'autres aux quatre boutons. Les A9 et A1 ont des molettes supplémentaires sur la gauche du viseur. Et donc, en fonction du modèle, l'optimisation sera différente. Bien entendu, ceci, c'est selon votre pratique. Pour certains, d'autres réglages seront, je dirais, plus appropriés. Moi, ce sont des réglages que je fais principalement pour du portrait, qui est ce que je fais le plus souvent. Et donc, j'essaye, en tout cas on va prendre à partir du A7 III, donc les deux dernières colonnes. C1, je mets le mode focus, AFS, AFC. C2, le focus area. Par contre, sous le A7R4, c'est le focus area switch, le bouton qui permet de permuter plutôt que de choisir pour être plus efficace. Je mets en C3 le mode silencieux. En C4, tout en bas, je mets le zoom magnify.
j'assigne en général au bouton central la bascule AFMF. C'est ce que j'ai trouvé qui, ergonomiquement, pour moi, me convenait le mieux. Je laisse le joystick sur focus standard, c'est-à-dire quand on appuie, il recentre. En AEL, j'ai mis la sélection de l'œil gauche ou de l'œil droit. Et en AF On, j'ai mis le ISO auto vitesse minimum, qui sont les paramètres que j'utilise le plus souvent. Okay. Il y a certaines fonctionnalités avancées qu'on peut assigner comme ce qu'on appelle le rappel de réglage personnel maintien, mais qui est une fonctionnalité assez avancée que je couvrirai seulement dans le second webinaire. Mais ça, c'est vraiment après plusieurs années vraiment d'utilisation, depuis plus de 10 ans que j'utilise les boîtiers Sony. C'est vraiment, en tout cas pour moi, ce qui est le réglage que je refais systématiquement qui me convient le mieux. Et vous voyez que la plupart des boutons sont justement dédiés à la F parce que ce sont les paramètres qu'on est appelé à changer le plus souvent. Les autres séries de paramètres, en général, les picture profile, etc., je les relègue en second niveau dans le menu FN. Est-ce qu'il y a des questions sur ici? Je vois ici de William Smith, pas de A7R2 dans le tableau. Ouais, A7.2 ou A7R2, c'était entre guillemets pareil. Mais de nouveau, si tu peux noter, je le réajouterai, c'est ici, quoi. C'était les mêmes réglages, quoi. J'ai oublié de le mettre. Voilà. Hop. Okay. Non, pour le reste, je pense que tout le monde suit Voilà. très Donc, bien le webinaire. ça, c'était, bon, vous revoyez ça sous forme graphique. Donc, à partir des A7R3, 4, etc., on a un affichage graphique pour la personnalisation. Et alors ici, j'ai essayé, mais de nouveau, ça prendrait trop de temps de passer à travers tout. Selon le type de situation, paysage, portrait, portrait en marche, etc., sport, quel est le mode approprié? Vous voyez qu'en paysage, architecture, AFS, c'est très bien. Les portraits de l'AFC, la macro du MF. Et puis, quelle zone utiliser? Est-ce qu'on prend un portrait seul, zone large, par exemple, mais un portrait dans une foule, le flexible spot medium pour pouvoir isoler la personne dans la foule. Voilà. Et après, est-ce qu'on fait de la rafale, pas de la rafale? Quelle est la vitesse minimum? Donc, le ISO auto vitesse minimum à sélectionner selon le sujet. Et quel genre d'ouverture ISO en général je me permets d'utiliser, quoi. Donc voilà, ça c'est chacun a ses petites recettes pour ça en fonction de la situation. Ça c'est plus ou moins les réglages que moi j'utilise, mais je ne consulte pas mon tableau pour le faire. Avec la pratique, on sait que si on veut isoler un sujet, on met un flexible spot. Si le sujet est seul, c'est du large. Si le sujet bouge, on monte dans l'ISO auto vitesse minimum. Et tout cela se fait naturellement, je dirais, avec de la pratique.